Nous sommes en juin 2022 lorsque Netflix lance la toute première saison de son émission Nouvelle École. Il s'agit d'un télécrochet dans la veine des Star Academy ou des nouvelles stars qu'on a connues étant plus jeunes, mais orienté typiquement sur le rap et adapté de sa version américaine Rhythm and Flow. Des épreuves éliminatoires testant les différentes capacités des candidats et un seul vainqueur à la fin, avec à la clé une récompense de 100 000 euros. Au jury, nous avions pour les deux premières saisons Shai, Niska et SCH. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, à l'exception de SCH, ce jury n'a pas vraiment fait l'unanimité. Niska, en plus des accusations d'avoir BATTU Aya Nakamura lorsqu'ils étaient ensemble, a été accusé notamment de misogynie et de favoritisme, en particulier dans la saison 2 lorsqu'il a éliminé Naira dès les présélections au profit de SL Crack et de Bayaz. Quant à Shai, qui n'était déjà pas très populaire, eh bien ça n'a pas vraiment joué en sa faveur parce que dès la saison 1, elle a été vue comme méprisante et on a jugé que ses choix étaient peu pertinents, notamment dans la saison 1, lorsqu'elle a dégagé d'entrée de jeu Ben PLG, dès les présélections également. Ça a également donné lieu, ces deux premières saisons, à des moments malaisants instantanément cultes avec les candidats. T'as tellement de poils sur les joues que ça me donne envie d'éternuer. À Chewbacca. Quant aux gagnants, ils ne s'en sont pas forcément sortis pour le mieux. En ce qui concerne Fresh La Peufra, le premier gagnant de la première édition, il a quand même bien cartonné et il cartonne encore assez bien sur les plateformes de streaming grâce à ses 2-3 bangers qu'il a sortis dans la foulée, mais il n'a pas vraiment réussi à se constituer un public stable. Quant au gagnant de la deuxième édition, Boy, il a quasiment été arrêté en plein vol juste après sa réussite parce que instantanément, il a été accusé de VIOL et aujourd'hui, il est très très bas dans les stats. Finalement, certains perdants s'en sont mieux sortis que les vainqueurs. C'est le cas de Bébé Jacques qui a très vite trouvé son public et qui est aujourd'hui dans les têtes importantes du rap français et qui a récemment sorti son nouvel album. On a également Ben PLG qui, même si on l'a vu 5 minutes et qu'il a été dégagé dès les présélections, a aussi vite trouvé son public. Et on pourrait même ajouter Do qui a fait deuxième lors de la deuxième édition et qui est un peu le vainqueur officieux de la saison 2. Donc dans ce contexte, avec un pote avec qui on avait l'habitude de regarder l'émission et d'échanger sur les différents épisodes, on en était un peu arrivé à la conclusion que Nouvelle École, c'était pas si ouf, mais que ça restait quand même bien divertissant et que c'était pour ça qu'on regardait. Et globalement, à en voir les réactions des internautes, c'était un petit peu l'avis général. Mais évidemment, ça ne pouvait pas suffire à Netflix, qui avait besoin de solidifier son show pour qu'il soit le plus durable possible, et qui donc a dû mettre les bouchées doubles pour la saison 3, en modifiant le jury, en dégageant les indésirables Shai et Niska, et en les remplaçant par Aya Nakamura et SDM. Ensuite, au niveau des talents, on a vraiment eu une très bonne cuvée 2024, et ce qui est cool, c'est qu'on en avait pour tous les goûts. On a eu Youssef Swat, le gagnant, avec un rap très orthodoxe. On a également Daddy, qui a failli gagner l'émission, qui est le petit chouchou des jeunes, l'américain, le showman. On avait le bon troisième, le chouchou du jury pendant toute l'émission, JER, donc JER, a.k.a. l'artiste spé de l'édition, a.k.a. le nouveau Stromae. Alors moi j'irai un petit peu plus loin, c'est-à-dire que littéralement, si je ferme les yeux pendant une de ces prestations, j'ai vraiment l'impression d'entendre Stromae et c'est un petit peu ce qui me dérange. Donc on répondra par peace, peace. Nous avons Yorsi qui a fait bon cinquième et que j'ai trouvé assez médiocre sur toute l'émission, relativement jeune et qui s'est loupé sur l'épreuve des clips, mais qui se retrouve à être après l'émission l'artiste qui a le plus de succès sur les plateformes de streaming, sans doute grâce à un public assez jeune. Et pour finir, nous avons le bon quatrième de cette émission, celui qui a échoué au pied du podium, le vilain petit canard, celui qui a été le plus malmené par le jury pour supposé manque d'identité. J'ai nommé AMK. Pour moi, cette critique récurrente que l'on faisait à AMK de manquer d'identité, c'était assez injuste parce que pour moi, justement, c'était de tous les artistes celui qui était le plus accompli, le plus complet, avec la palette artistique la plus large. Mais maintenant que l'émission est terminée, c'est vraiment là que la véritable compétition se trouve et c'est vraiment là qu'il va falloir prouver le plus. Et est-ce que ce vilain petit canard de Nouvelle École va se faire shooter en plein vol comme un canard à l'ouverture de la chasse, ou est-ce qu'au contraire il va réussir à déployer ses ailes tel un cygne et à s'envoler vers les cieux?
Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Arrête ta flûte spécial AMK. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, partagez à vos potes. Arrête ta flûte spéciale AMK, ça commence maintenant. Joachim Amoko, dit AMK, né un 17 octobre 1996 à Paris, d'une mère capverdienne du Sénégal et d'un père camerounais. Il a également un grand frère de 17 mois, son aîné, qui a eu une importance cruciale dans sa vie et dans sa carrière. Ça me paraît assez important lorsque j'évoque les origines d'AMK de préciser que le Cap-Vert comme le Cameroun, ce sont des pays africains qui ont une grosse importance, pas uniquement dans la musique en général, mais dans le jazz en particulier, puisque ils ont donné naissance à des vedettes internationales de la musique jazz et pas n'importe lesquelles. Déjà pour le Cap-Vert, on a Cesaria Evora. Et pour ce qui est du Cameroun, nous avons le célèbre Manu Dibango, qui est notamment très connu pour avoir fortement inspiré Michael Jackson et Rihanna, ce qui a donné lieu à une célèbre affaire de plagiat. Donc je ne sais pas si ces artistes ont directement influencé AMK, en tout cas pour être honnête, ils n'en parlent jamais dans les interviews, mais peut-être quand même que le fait d'avoir grandi dans un bain musical l'a influencé par la suite et lui a notamment donné des influences jazz qu'on va retrouver dans sa musique comme on va le voir. Un autre élément qui va fortement influencer AMK, et ça il ne va jamais manquer de le dire, c'est le fait d'avoir grandi dans le 15e arrondissement, un arrondissement qui n'est pas spécialement connu pour ses quartiers populaires, mais plutôt au contraire pour la richesse de ses habitants, du mauvais côté de la barrière, dans le quartier Ballard, un quartier plutôt réputé pour les larcins et pour la vente de substances. Et encore une fois, ce melting pot du 15e arrondissement va influencer sa musique, comme il l'a dit plus tard, en lui donnant dès le départ une certaine ambivalence. De son propre aveu, il est un glandeur. À l'école, il préfère le sport et notamment le basketball. Et là, il va assez loin puisqu'il a un certain talent pour le basket et il se retrouve même classé dans les 10 meilleurs joueurs d'Île-de-France. Sauf que son tempérament glandeur va prendre le dessus et qu'il ne va pas vraiment aller beaucoup plus loin. À part ça, dans les passions d'AMK, il y a évidemment le rap et sa rencontre avec le rap se fait au collège lorsqu'il sort de retenue et qu'un des élèves le provoque en battle et selon sa version, il aurait éclaté cet élève au battle. D'entrée de jeu, il fait son entrée dans le rap en annonçant la couleur, à savoir qu'il va gagner par la violence. Par ailleurs, dans toutes ces années d'errance, AMK aurait commis toutes sortes de larcins, particulièrement en s'introduisant chez les riches pour leur dérober tout ce que vous savez, ce qui est assez pratique lorsqu'on habite le très riche 15e arrondissement de Paris, tout proche de la Tour Eiffel. Il faut que son grand-père l'attrape un jour de façon assez brutale pour lui mettre les points sur les i et lui dire ses 4 vérités, à savoir qu'il a un talent et qu'il est en train de le gâcher, tout comme il a gâché son talent pour le basket, pour que enfin il se réveille et il se décide à se secouer les puces. Le premier clip officiel d'AMK sort en 2016 et il s'appelle Philippe Plein, du nom de la célèbre marque de luxe allemande, et il marque dès le début son goût pour les bons mots. Philippe Plein, frigo fit. On est dans la grande époque de la trap et de la drill en France. Il y a Gradure qui est encore à fond, il y a Niska qui vient de sortir le freestyle PSG qui cartonne. Et là on est clairement dans un calcage, dans un démoulage de clips de Chief Keef, puisque on a tous les codes, on a le clip dans un appart, torse nu entouré de gars. J'aime quand on m'enduit d'huile. On a le fait de bouger les locks, on a la rythmique, on a les thèmes, on a le refrain agressif et ultra répétitif. Bref, c'est une bonne entrée en matière pour AMK, mais encore aujourd'hui, le clip ne dépasse pas les 100 000 vues. Et de toute évidence, il lui manque encore quelque chose. Il faut encore qu'il trouve son identité propre. Et au niveau des textes, il y a encore une grosse marge de manœuvre. Il s'absente un long moment, 3 ans quand même, pour revenir en 2019 avec le clip de Ferrari. Et déjà, à 3 ans d'intervalle, avec 2 sons, il nous montre sa capacité à faire le grand écart à la Jean-Claude Van Damme, puisque là, on part sur un son beaucoup plus chanté. Je suis dans la Ferrari, Ferrari, Ferrari. Il se permet même, dans sa flexence, de fumer dans la Ferrari tout en gardant quand même la portière ouverte, histoire de ne pas se faire sauter le chèque de caution. Ça fait un peu plus de boucan, 128 000 vues sur YouTube à l'heure actuelle et ça lui permet de se faire repérer par Street Lourd,
un célèbre label issu du collectif Mafia Qu'un Free, fondé par Teddy Corona, DJ Mosco et Mista Flow. Et donc il va sortir 2 clips chez Street Lourd. Donc il va sortir un premier clip qui va vraiment faire parler de lui, qui s'appelle Joaquin Guzman, en référence au célèbre El Chapo Guzman, le narco mexicain. Compris pour amener le flouze, faut salir les mains comme Joaquin Guzman. Donc ça marche plutôt pas mal. Dans la foulée, il en sort un deuxième qui marche un petit peu moins bien, faut le dire, TAT2. Les années 2010 sont déjà finies et de toute évidence, ce n'est pas cette décennie qui verra AMK percer dans le rap, mais peut-être aura-t-il plus de chance dans la décennie suivante, la décennie 2020, qui, comme on le sait, démarre fort puisqu'il y a eu ce grand bouleversement à partir du moment où on a arrêté de se faire la bise. Et dans ces périodes de troubles, les Français ont plus que jamais besoin de décompresser, et ça, AMK, il le sait très bien. Et comme AMK est généreux, dans le clip de Mitch, il va chercher son pote dans un pressing et il va le chercher pour le sortir un peu et pour l'emmener cruiser dans les rues de Paris en Cadillac. C'est un très beau clip, le clip de Mitch, où tu sens l'influence de l'Amérique et de la culture hip-hop, ce qu'elle a apporté à AMK dans sa culture. Déjà, le simple titre, Mitch, ça fait référence au personnage du film Paid in Full. Paid in Full, un film produit par Jay-Z, Rockefeller, et dans lequel on trouve Cameron, et qui raconte l'histoire vraie de 3 drug dealers d'Harlem dans les années 80 qui ont fondé un méga empire sur les substances que vous savez. Pour la suite, dans les moyens de locomotion, on trouve évidemment la Cadillac emblématique de cette culture. On trouve également un vélo sur lequel il ride dans le clip, typique des rues californiennes que l'on peut retrouver dans des films tels que notamment Baby Boy avec Tyrese, Snoop Dogg et Ving Rhames. À ce que je vois, t'as réussi à te monter un business, c'est très bien, ouais, c'est très bien. On trouve également pour les éléments culturels la couleur rouge qui est omniprésente dans le clip et qui fait référence au gang des Bloods, un gang qui est devenu très populaire en France dans les années 2000, poussant beaucoup de jeunes à s'habiller de la sorte, notamment sous l'influence de rappeurs comme Lil Wayne. On trouve évidemment le basketball, très important dans la vie de AMK et qui est aussi très lié à la culture hip-hop, puisque notamment dans les années 2000, le rappeur Lil Bow Wow a beaucoup promotionné le basketball. Dans l'été 2021, il sort une série de freestyle qui s'appelle Summer Drill. Alors l'idée est pas mauvaise, c'est de mélanger la drill très à la mode avec les sonorités estivales, et au début ça marche pas mal, il en fait 5, mais malheureusement ses vues vont fondre comme neige au soleil de l'épisode 1 à l'épisode 5, passant 239 000 vues pour le premier épisode à 16 000 vues sur le dernier. En 2022, AMK monte son propre label indépendant en famille avec son frère. Le label s'appelle Blood Brothers et encore une fois, c'est un petit clin d'œil à la culture américaine puisque Blood, c'est le surnom que se donnent les Noirs dans la rue, à savoir le sang, mon frère, et ça a donné le célèbre gang des Bloods dont on a déjà parlé et probablement en France, l'expression désormais courante, le sang. Dans la foulée, il sort son premier projet, le projet 15, un projet qui te met des grosses patates avec du bon kickage et un bel étalage de son talent d'écriture. Dès l'intro, AMK établit une tradition dans sa musique, les intros de ses projets sont là pour choquer le peuple et il se livre facilement sur l'instrumental, on peut ressentir ses émotions. J'étais dans un état de dépresse, ta vie d'avant je la déteste, je cramais mon pétou de G13, t'avais compris ma détresse. Et il n'hésite pas à dédicacer tous ces gars qu'il aime et qui le soutiennent à la fin du morceau. Je fais une bise à Kelfa, je fais une bise au Périche, je fais une bise à Commerce. Par ailleurs, il montre son caractère tout-terrain sur ce projet en passant facilement du chant au rap, au kickage, puis au chant sur un même morceau. Et il a ça en commun avec les grands chanteurs rappeurs comme évidemment Drake, mais également Tory Lanez qui est peut-être encore plus proche de lui pour son côté plus street. Et avec des blazes pareils, je pense que tu as déjà compris que de toute évidence, la polyvalence d'AMK est bel et bien une bénédiction pour lui et pas une malédiction, puisque Drake, ça reste le boss, et Tory Lanez, bon bah il aurait dû prendre la relève normalement, mais malheureusement pour lui, il est parti au star parce qu'il aurait tiré dans le pied de Megan Thee Stallion, voilà. Il y a évidemment le clip avec Nekfeu, Buzz Down, qui fait prendre une nouvelle dimension à la carrière d'AMK puisque ça lui procure son premier million de vues sur sa chaîne sur un clip. Alors Nekfeu c'est également un artiste du 15e arrondissement, donc en quelque sorte il lui a donné de la force, c'est en quelque sorte un featuring en famille, même s'il a quand même fallu
qu'il aille un petit peu provoquer le destin pour obtenir ce featuring, comme il l'a raconté plusieurs fois. Je crois que je l'ai raconté au moins Ouais, 10 je l'ai fois. raconté. Le fait d'aller au Zénith, d'escalader, Oui, oui. etc. et tout. Et c'est un autre des trucs qui font que je respecte beaucoup AMK, c'est cette volonté de hustler, de mec déterminé, de débrouillard, à aller chercher un petit peu son destin avec les dents plutôt que d'attendre qu'il te tombe tout cuit dans la bouche. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis très récemment d'obtenir son interview Le Code chez Mehdi Maizi, en venant un petit peu le chercher aux Ardentes. Et soit dit en passant, c'est assez notable que c'est le tout premier candidat de cette édition de Nouvelle École à avoir droit à son code chez Mehdi Maizi, ce qui est quand même un honneur et une consécration pour un rappeur et aussi un moyen de faire pas mal parler de soi. Ce que j'aime également chez AMK, c'est que c'est du rap qui s'adapte très bien à l'époque dans les sonorités, il y a de la mélo, il y a de la trappe, mais en même temps, il ne fait aucune concession sur l'écriture et il cherche pas du tout à faire quelque chose de simple ou de léger. C'est vraiment bien écrit, il y a de très beaux enchaînements, de très belles allitérations, comme dans le morceau Soul Society où il dit « C'est pas que je l'aime pas m'arrumer, je veux boire du ruinard grâce à mes rimants, me rappelant de l'époque où j'étais ruiné. » Enfin, on trouve Malia sur cet album, son premier buzz TikTok avant Nouvelle École, avec une belle mélodie, une belle instrumentale très chaleureuse avec un saxophone, très mélancolique, très new-yorkaise. En plein milieu du cortège, je suis tombé dans le piège du regard de Malia. Et c'est entièrement mérité que ce soit le premier succès commercial d'AMK. Et lui-même ne l'avait pas vraiment prédit apparemment, puisqu'à la base il ne souhaitait pas mettre ce morceau sur son projet. Et il ne l'a même pas clippé, et d'ailleurs c'est même pas celui qu'il a le plus mis en avant, puisque ce serait plutôt la dernière piste de l'album, à savoir le morceau Dior, qui est plus un rap d'amour, dans lequel il se livre plus, et pour lequel il a fait une version acoustique dans la dernière piste du projet. Pas mon genre de déclarer ma flamme, même si mon cœur plane au-dessus de la mer. Mais je te transmettrai tout l'amour que j'ai reçu de ma mère. AMK est désormais bel et bien lancé dans sa carrière, et dans la foulée il va enchaîner les projets, et pour 2023 il projette un album qui va s'appeler La vie de Ronnie, en référence à Ronaldinho, célèbre footballeur légendaire des années 2000. Et le parallèle entre lui et Ronaldinho, c'est que Ronaldinho a beaucoup été qualifié d'artiste, à savoir que c'était un virtuose de sa profession, qui faisait de très beaux gestes techniques et qui par ailleurs menait un mode de vie de patachon, ce qui ne l'empêchait pas de faire des merveilles sur le terrain. Donc ça serait assez proche de la vie d'AMK, qui a été détecté comme un surdoué très tôt par son entourage et qui a un peu dormi sur ses lauriers, et qui maintenant, arrivé à son âge, sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Quoi qu'il en soit, il sort en attendant LVDR avant La vie de Ronnie. La vie de Ronnie sort en 2023, encore une intro trop chaude, avec des cuivres trop chauds, où il kick pour de vrai, et on en apprend un peu plus sur la vie d'AMK, notamment qu'entre-temps, il a eu l'occasion de voyager, notamment aux États-Unis, à New York, la terre qui l'a tant inspiré pour se ressourcer. Ligo, je me rappelle, je l'aimais car c'était la mienne. Le jour, la nuit, c'était la même. Aujourd'hui, c'est fini, amen. Je me balade entre Brooklyn et Harlem. L'intelligence d'AMK devant le succès de Malia sur internet, c'est de sortir un Malia partie 2 dans la continuité musicale du précédent, qui raconte un petit peu la suite de cette histoire d'amour tumultueuse qu'il aurait vécue, et de le tourner par la même occasion dans les rues de New York, donc en totale adéquation avec cet univers très jazz. Là, il me reste plus un seul centime, ça sera mon fric. Une belle métaphore également sur le talent d'AMK, où il nous fait part de sa foi religieuse dont il parle beaucoup dans ses textes. Parfois je me demande si c'est Dieu qui m'a donné. Ce qui est sûr, c'est que le talent, gros, je l'ai pas volé. On arrive enfin à la participation d'AMK à Nouvelle École, dans laquelle il s'est particulièrement fait remarquer pour les raisons déjà évoquées précédemment, pour son arrogance, mais surtout dès le départ pour son clash sanglant face à Durden. Je suis obligé de parler, je peux pas laisser pisser. Driver, est-ce que ce mec, tu sais vraiment qui c'est? Son ancien taf avant de faire le gangster déguisé, juste avant de faire du rap, le mec était huissier. C'est là qu'il s'est fait remarquer, et dès le départ, il avait ce personnage d'antagoniste, le mec qui vient pour faire du mal. Et moi qui préfère en général le méchant du film, ça m'a plu tout de suite, même si en l'occurrence c'est un faux méchant. On l'a très bien vu avec sa bienveillance et son rôle de grand frère avec des plus jeunes comme Clara Charlotte ou Yorsi dans l'émission. Après les battles, c'était un peu plus en dents de scie au niveau de ses appréciations par le jury dans les épreuves. Bon an mal an, il a fait son petit bonhomme de chemin, et de toute façon il l'a revendiqué lui-même par la suite.
Il cherchait plus à plaire au public qu'au jury et on l'a bien vu notamment dans l'épreuve des showcases où on voyait qu'il s'amusait réellement avec le public. Le deuxième événement qui nous a choqué avec AMK après les battles, c'est bien évidemment le clip de Thug. Boss comme un boss car je marche comme un thug. C'est plus que réussi, ça met en lumière son 15e arrondissement avec une belle polyvalence bien marquée entre la grande richesse et la grande pauvreté. Il met en image son quartier avec toute son équipe, avec la désormais célèbre fontaine. Et pour la première fois, il a vraiment réussi à mettre son quartier sur la carte de France puisque le clip fait actuellement 3 millions de vues sur la chaîne Netflix. Ensuite, il s'est fait virer à l'épreuve suivante, à savoir l'épreuve des featuring où Aya Nakamura a été, je trouve, particulièrement dur avec lui et assez injuste en lui disant qu'il chantait faux. Et je me suis même demandé si finalement cet acharnement du jury à son égard, ça venait pas justement du fait qu'il montrait une trop grande arrogance et que peut-être leur objectif c'était juste de le rendre plus humble. Et ça me rappelle cette phrase qui est attribuée à Mohamed Ali: si j'avais été humble, je ne serais jamais allé aussi loin que je suis allé. Le jury a également reproché à AMK un manque d'identité, ce qui n'était pas le cas pour moi puisque, encore une fois, pour moi, il cochait juste toutes les cases. Il avait le côté américain, bête de scène, cool de Daddy, il avait l'écriture d'un Durden ou d'un Youssef Swat, il avait le côté créatif et original d'un mec comme JER, il avait la mélodie de Clara Charlotte ou de Yorsi. Bref, finalement, est-ce que ça serait pas plutôt les autres qui seraient limités et qui s'auto-enfermeraient dans des cases plutôt que lui qui manquerait de personnalité? Et c'est une transition parfaite pour parler du dernier projet en date d'AMK, à savoir 15 volumes 2, La Polyvalence est un don, sorti en octobre de cette année, dont le titre est une sorte de pied de nez aux critiques du jury à son égard. C'est une bête de projet, le seul reproche que je pourrais lui faire, contrairement à des projets précédents comme 15, c'est que ça manque un peu de kickage à mon goût, et je comprends qu'avec le succès de Thug qui a fait 3 millions de vues sur la chaîne YouTube de Netflix, il ait eu envie de vite en profiter et battre le fer pendant qu'il était chaud. Et d'ailleurs, soit dit en passant, deuxième petite critique, je trouve que les mélodies, les top lines des morceaux chantés ressemblent un petit peu trop à la top line de Thug. Mais encore une fois, il a peut-être dû faire les choses assez vite. Et malgré tout, ça a quand même son identité propre. Et le point positif, c'est qu'on reconnaît sa patte ou la patte de la personne qui l'aide à faire ses mélodies. Parce que ça ressemble pas vraiment aux mélodies des autres rappeurs. Comme toujours, des bons enchaînements, des bonnes rimes multisyllabiques. Mon enchaînement préféré qui me donne limite des frissons lorsque je l'écoute et qui donne un souffle épique au projet d'entrée de jeu. Que la concurrence avale mon pénis. La fin on envoie les prémices. Les soldats prient avant la charge quand les lames sortent et que les chevaux hennissent. On peut voir aussi la détermination d'AMK et sa tendance à planifier la suite, à savoir qu'il se prédit un zénith pour 2026. 2026 je suis au zénith. On a aussi Playmate avec Joker. Joker, un rappeur très important de Paris, du 13e arrondissement, évidemment avec la MZ. Et il faut noter la capacité de Joker à sublimer et à rendre magique les morceaux sur lesquels il se trouve en featuring. Laisse tes favoris l'internet, mais je te fasse visiter les ténèbres. Et le goût prononcé d'AMK également pour les morceaux sensuels, pour ne pas dire plus, quelque chose qui me plaît aussi et qui le rapproche encore une fois d'artistes comme Drake. La Parisian Soldier, un de mes coups de cœur de l'album et un des coups de cœur de pas mal de gens. C'est un hommage rendu à la capitale et à tous les rappeurs qui ont fait l'histoire du rap de la capitale des origines jusqu'à aujourd'hui, de la Scred Connection jusqu'à JRK19. Alors c'est un bel hommage, une belle volonté de rassembler de la part d'AMK, même si encore une fois, à la fin, sur la partie parlée, son côté arrogant et sa gouaille de Titi Parigo ressort. Vous avez tous représenté fièrement vos arrondissements, et cette année, c'est mon tour. Cette année, c'est moi qui prends le terrain, que vous le vouliez ou non. On a Malia partie 3, dernier clip qu'il a sorti en date il y a une semaine, qui fait un peu plus de 200 000 vues sur YouTube actuellement, qui vient clôturer la série des Malia, la trilogie. D'ailleurs, il a eu l'intelligence d'en faire une sorte de petit EP sur les plateformes de streaming qui réunit les 3 volets, et ça vient un peu conclure l'histoire de Malia. On a recommencé partie 2 avec Yorsi. Alors je vous avais dit que j'aimais pas trop Yorsi sur Nouvelle École, mais là force est de constater que à la mélo ça fonctionne bien. 0607
Bébé, faut que tu notes un number. En plus d'être un move humain de AMK, puisqu'on sait qu'il a des liens assez forts avec Yorsi, c'est aussi un move intelligent d'un point de vue commercial, puisqu'on sait que Yorsi cartonne actuellement sur les plateformes de streaming. Et de toute évidence, c'est le morceau carton du projet, c'est le morceau qui a été martelé à la radio comme single promotionnel dans sa semaine de promotion Planète Rap sur Skyrock. On termine avec La Polyvalence est un don qui vient conclure le projet et qui revient véritablement sur les critiques du jury à son égard. Comme je l'ai dit, il se pose beaucoup plus proche du public que d'un jury quelconque et il se pose un peu en héros du peuple. J'espère que ma musique vous a atteint au cœur. Elle appartient pas à une fanbase, elle appartient au peuple. Et si le peuple chante, alors je chanterai. Et si ce track me tente, alors je le lancerai. Il termine avec sa relation à Dieu et sa conviction profonde que sa polyvalence est bel et bien une bénédiction. Alors pour finir, 1 mois et demi après la sortie du projet, quel bilan provisoire peut-on en tirer? Eh bien pour commencer, AMK se trouve en 3e position des artistes de nouvelle école les plus suivis, avec presque 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et il talonne de près Daddy, et c'est important parce que Daddy a quand même fait 2e, il a failli gagner l'émission, c'était un des chouchous du public et du jury. J'ajouterai qu'il a eu ses 2 premiers singles d'or dans la foulée, à savoir qu'il a eu enfin son single d'or pour Malia, le tout premier, et pas très longtemps après, il a eu son single d'or pour Thug. Encore une fois, c'est amplement mérité. Mais la suite c'est qu'il va falloir encore prouver. Il va falloir qu'il prouve sans arrêt. Et il a une petite tournée de prévue, une tournée des petites salles en France pour terminer le 25 avril 2025 par La Cigale qui a une capacité d'un peu plus de 1000 places. Dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien probablement va-t-il sortir un album, un véritable album plus complet, ce qui semble être l'étape nécessaire s'il veut parvenir à son objectif, à savoir le Zénith en 2026. Quoi qu'il en soit, c'est assez rare que je sois à ce point emballé par un artiste en développement et pour le coup j'ai vraiment envie de le soutenir parce que depuis quelques temps je parle beaucoup de rois sans couronne et c'est bien gentil d'avoir ces rois sans couronne à soi, d'avoir ces rappeurs à nous qui n'auraient pas eu ce qu'ils méritaient, mais quand on a un artiste comme ça avec tout ce talent, cette polyvalence qui est dans un moment charnière de sa carrière et qui a tout à construire, c'est bel et bien le moment où on peut le soutenir et où on peut faire la diff pour qu'il obtienne réellement ce qu'il mérite. Donc je vais continuer à streamer sa musique, je compte bien aller le voir en concert lorsqu'il va passer dans ma ville et je peux que vous encourager à faire de même si comme moi vous aimez cet artiste. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de lui. Est-ce que pour vous, c'est lui le grand vainqueur officieux de la saison 3 de Nouvelle École? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat de Nouvelle École, à savoir la victoire de Youssef Swatz? Sinon, qui est-ce que vous auriez aimé voir gagner cette édition? Qu'est-ce que vous pensez réellement d'AMK? Est-ce que vous pensez qu'il a tout le potentiel pour devenir une nouvelle star du rap? Qu'est-ce qui peut lui manquer selon vous? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a plu, bien évidemment, vous vous abonnez pour ne pas louper les prochains. Vous mettez un pouce bleu pour soutenir, vous partagez à tous vos potes, vous faites du bouche à oreille, vous faites passer le mot que Arrête ta flûte, c'est toutes les semaines. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre épisode. See you later.